Bonjour François, donc vous êtes consultant en stratégie cloud chez Cloudreach depuis plusieurs années et aujourd'hui vous allez nous parler de ce que peut apporter le cloud public lorsqu'une entreprise décide d'entrer dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors pour commencer, quels sont les principaux éléments qu'elle doit prendre en compte? Alors, tout d'abord, merci de m'inviter aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voudrais dire en préambule, c'est que toutes les initiatives sont bonnes. Aujourd'hui, je vais parler du cloud public, mais on observe aujourd'hui un mouvement global, et c'est pas parce que je parle du cloud public que les autres initiatives sont moins bonnes ou moins fructueuses. Néanmoins, il y a un rappel, quelque chose qui est quand même très important aujourd'hui à voir, c'est que l'IT globalement représente 8% de la consommation d'électricité mondiale, et on prévoit que cette part augmente à 14% en 2040. Et dans cette IT-là, les data centers en eux-mêmes représentent 3% de la consommation d'électricité. Et à cela s'ajoute la consommation en eau, qui est assez énorme, et la consommation, cette consommation en eau qui est utilisée pour le refroidissement. Et cette eau, souvent, est soustraite à l'eau courante qui sont utilisées par les populations. Donc c'est aussi un énorme problème. Il y a donc une urgence à faire quelque chose sur ce sujet. Les entreprises l'ont bien compris et nous, Cloudreach, nous accompagnons avec AWS nos clients dans ces missions-là. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose en plus à rajouter, c'est que dans les data centers, la durée de vie des équipements qui y résident est une durée de vie qui est finie. Et bien souvent, en fait, il y a un problème de décommissionnement. On sait qu'il y a des études qui ont montré que 20% des équipements qui étaient actifs dans les data centers étaient inutilisés. Et quand les équipements sont décommissionnés, bien souvent également en plus, on observe qu'ils sont mis qui sont jetés et qu'on n'arrive pas à les tracer après. Donc il y a vraiment toute une cinématique à mettre en place pour vraiment suivre le cycle de vie des équipements dans les data centers. D'accord, alors en quoi est-ce qu'une migration dans le cloud public peut aider? Alors, une migration dans le cloud public, elle va se baser énormément sur ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Le modèle de responsabilité partagée, tel qu'on l'envisage dans le cloud public, c'est que le fournisseur de cloud est responsable de tout ce qui est du cloud et le client est responsable de ce qui est dans le cloud. Quand on l'applique à ce qui nous intéresse, à savoir le développement durable, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les clients, eux, vont être responsables du design logiciel, de tout ce qui est dedans, des applications, des choses comme ça. Donc là-dessus, il y aura une première chose à faire, on va en parler. Et les opérateurs de centres de données, les opérateurs de cloud, eux, sont responsables de ce qu'il y a dedans, à savoir les serveurs, la climatisation, l'eau et tous ces éléments matériels, on va dire. Et ça va jusqu'aux matériaux de construction pour le data center. Donc si on le transpose, ce modèle de responsabilité partagée qui est commun à tous les fournisseurs de cloud et qui est connu par tous les clients, le fournisseur de cloud lui fournit un environnement qui est optimisé pour le développement durable, on va dire, et le client, lui, il utilise les possibilités du cloud pour un IT plus green. Donc il y a vraiment ces deux champs sur lesquels on va pouvoir travailler. D'un côté, les environnements de travail, et de l'autre côté, les charges de travail en elles-mêmes. Et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord, alors sur le premier aspect du modèle, quelles sont les initiatives des fournisseurs? Alors, AWS, par exemple, envisage et prévoit d'ailleurs de passer complètement en énergie renouvelable pour tous ces centres de données d'ici 2025, avec 5 ans d'avance sur un planning. Et pour ce faire, en fait, ils ont cette possibilité et cette chose qui les différencie énormément des autres fournisseurs de centres de données, qui est la possibilité de construire eux-mêmes leurs centres de données et de les inclure dans une chaîne, on va dire, assez vertueuse de fourniture d'électricité. Par exemple, AWS est en mesure de construire des fermes solaires ou des fermes éoliennes ou d'acheter des énergies renouvelables pour construire ces centres de données. Donc en fait, on a vraiment une maîtrise de bout en bout de la chaîne pour fournir aux clients l'ensemble des centres de données qui sont le plus optimisés possible. Il y a aussi quelque chose d'autre. Par exemple, là, on est capable aujourd'hui les fournisseurs de cloud construisent des centres de données dans des régions, après études, dans des régions adaptées
à une optimisation, c'est-à-dire des régions froides, pour limiter au maximum l'usage de la climatisation, des choses comme ça. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là qui sont pris en compte pour fournir aux clients un environnement le plus optimisé possible. Dernier point, la consommation d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation d'eau, c'est vraiment un aspect majeur de la problématique liée au data center. La consommation d'eau aujourd'hui, c'est des millions de litres qui sont consommés par an. Et l'idée, c'est d'optimiser au maximum le refroidissement des équipements par l'eau, mais aussi, par exemple, la mise en place, l'utilisation d'eau non potable pour ne pas les soustraire aux populations locales, par exemple, et de pouvoir, par exemple, les retraiter après localement. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont mises en place par les fournisseurs de cloud. D'accord, alors ça semble un petit peu abstrait dit comme ça. Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce qu'on commence à pouvoir le quantifier tout ça? Alors, oui, tout à fait. On peut le quantifier. Il y a une étude qui a été publiée il y a 1 an et demi à peu près, qui montre qu'en migrant vers le cloud, on a une réduction jusqu'à 3,6 des émissions de gaz à effet de serre pour certains jeux de données. Néanmoins, il faut relativiser ça parce que c'est une étude américaine où la fourniture d'électricité est en majorité d'origine fossile. Aujourd'hui, nous en Europe, on a un mix d'énergie qui fournissent l'ensemble de la population et les data centers, qui est d'origine nucléaire, par exemple. Donc le ratio, un ratio de 3,6 aux États-Unis n'est pas forcément le même en Europe. Ce qui est important de voir quand même, c'est que ce qui est bon aux États-Unis est aussi bon pour la France et pour l'Europe, pour les DSI européennes, c'est ce qui les intéresse. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais point là-dessus, il faut rester optimiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avance petit à petit. Il y a un énorme focus qui est mis en place à la fois par les entreprises et par les fournisseurs de cloud sur ce sujet, et donc ça avance petit à petit. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont à prendre en compte là-dedans, typiquement les renouvellements de matériel. Aujourd'hui, les fournisseurs de cloud, eux, ont accès en priorité à certains types de nouveaux processeurs qui consomment moins d'énergie ou même les développent eux-mêmes. Donc là-dessus, il y a tout de suite quelque chose qui est très intéressant parce qu'ils mettent à disposition de leurs clients des environnements qui sont optimisés dès le départ. C'est ce qu'on a vu depuis une quinzaine d'années avec l'arrivée de la virtualisation, un peu plus même. La virtualisation, ça a permis déjà de concentrer les workloads au sein des centres de données. Mais avec le cloud public, on passe au niveau au-dessus. Là où la virtualisation pour une entreprise, elle se fait, et on va dire l'optimisation se fait au niveau de l'entreprise, au niveau du cloud public, de par la mutualisation des équipements, en fait, l'optimisation, elle est globale. Et donc, il y a un effet de volume qui fait que c'est encore plus intéressant de partir dans cette optique-là. On a beaucoup parlé donc des fournisseurs. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau des entreprises clientes? Qu'est-ce qu'elles ont comme outils, comme méthode à leur disposition? Alors, avec CloudReach, nous accompagnons nos clients dans ces migrations, dans ces chemins d'adoption du cloud. Et donc, on fait un énorme focus sur les bonnes pratiques. Une de ces bonnes pratiques qui est, on va dire, la plus connue, c'est ce qu'on appelle le Well Architected Framework en anglais chez AWS. C'est un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques qui sont, on va dire, les règles à suivre pour mettre en place un cloud qui relève à la fois de l'excellence opérationnelle, de la sécurité, de la performance, d'une maîtrise des coûts, de la résilience bien sûr, et depuis la fin de l'année dernière a été rajouté un 6e pilier à ce framework qui est le développement durable. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler avec nos clients dans à la fois l'existant, on va dire les piliers existants, et ce nouveau pilier. Ce qu'il faut retenir, c'est que la responsabilité environnementale de l'entreprise et les émissions de gaz à effet de serre sont divisées en 3 catégories, en 3 scopes, ce qu'on appelle. Le scope 1, c'est les émissions de gaz à effet de serre de manière directe par l'entreprise. Le scope 2, ce sont les émissions de gaz à effet de serre indirectes liées à l'achat d'énergie. Et le scope 3, celui qui va nous intéresser, ce sont les émissions indirectes. Les émissions indirectes, ça va être tout ce qui va être le résultat de la vie de l'entreprise, typiquement, dans notre cas, dans l'IT.
Donc on va pouvoir, en travaillant sur ce pilier-là, mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Donc ça peut être par exemple le choix d'une région d'exécution des données, des charges de travail. Donc au-delà, bien sûr, du fait de il y a des contraintes légales, des contraintes de performance, des choses comme ça. Mais quand on travaille dans cette optique de réduction de gaz à effet de serre, on a le choix de la région d'exécution. Et les fournisseurs d'accès au cloud, tels que AWS, ils fournissent des cartes qui montrent pour chaque centre de domaine d'exécution là où l'énergie utilisée est la plus verte. Donc ça peut être une première chose. Le deuxième point, après, c'est de réfléchir à adapter les architectures. Les clients peuvent réfléchir à adapter les architectures. Est-ce que les niveaux de service, tels qu'on les envisageait, est-ce qu'ils ont encore du sens à l'heure du développement durable? Est-ce qu'on peut pas alléger un petit peu le niveau de service pour réduire la consommation? Est-ce qu'on peut pas revoir, par exemple, la façon dont le code dans les applications sont déployés? Une application monolithique peut-elle être remplacée par une application dite serverless qui ne sera exécutée qu'à l'usage? On peut également, par exemple, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille avec Cloudreach, c'est optimiser le code en lui-même, le langage de programmation qui va être utilisé. Il y a des langages de programmation qui sont beaucoup plus consommateurs en énergie que d'autres. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. Tout ça dans un objectif en fait de frugalité. Les entreprises doivent avoir cet objectif de frugalité à la fois pour eux et pour l'utilisateur final. Si je développe une application pour une application mobile, est-ce que, je dois me poser la question quand je suis une entreprise, est-ce que je dois obliger mes clients à changer de téléphone portable pour avoir la nouvelle version de l'application? Est-ce qu'on peut pas trouvé un compromis entre les fonctionnalités et les conséquences de ce que je vais faire? Ça peut être un axe de travail. Dernier point, et parce que je sais que ça intéresse nos auditeurs, la question du suivi de tout ça. Parce que c'est bien beau de mettre en place des choses, encore faut-il les suivre et faire en sorte que ces optimisations soient des choses qui soient palpables. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, des dashboards, des outils qui sont aujourd'hui intégrés. AWS a lancé la semaine dernière un outil de suivi des émissions de carbone par application. C'est-à-dire qu'on est capable, en tant qu'utilisateur final, de savoir pour telle application qui tourne dans le cloud, quelle est la consommation d'électricité, comment est répartie cette électricité et quelle est, in fine, les émissions de gaz à effet de serre qui en sont la conséquence. D'accord, oui, puisque les DSI vont de toute façon devoir, à un moment donné, faire du reporting pour leur direction, leur codir. C'est ça. Très bien. Et finalement, pour synthétiser vos propos, comment est-ce que Cloudreach peut aider sur ces sujets? Alors, Cloudreach peut aider sur plusieurs aspects de ces sujets-là. D'une part, en amont, avec un accompagnement stratégique, on va dire, sur la définition des objectifs globaux. Et donc là, ça peut passer par la réalisation de workshops, d'ateliers, de stratégies, avec toujours cet objectif de réduction de l'empreinte environnementale, mais aussi un accompagnement sur l'optimisation. Sur l'optimisation de choses existantes, d'applications existantes, comme je l'ai montré, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la partie code, la partie transformation d'une application monolithique en application serverless, qui soit par exemple beaucoup plus optimisée d'un point de vue opérationnel, mais également sur des choses comme la réduction de l'empreinte applicative. Voilà, et l'empreinte de sauvegarde, par exemple. Est-ce que tous mes sauvegardes sont optimisées? Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles Cloudreach peut apporter son expertise pour les clients. Finalement, on voit qu'il y a énormément de leviers en fait d'action. Voilà, c'est ça. C'est un champ qui s'ouvre et qui est vraiment très 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 ouvert. Et on a aujourd'hui tous les outils en main, toute l'expertise acquise ces dernières années pour accompagner les clients sur ce sujet-là. François Denis, merci beaucoup. Merci beaucoup.